Vous écoutez Mimesis, le podcast qui met votre corps en mouvement et votre esprit en ébullition. Je suis Alex, metteur en scène et directeur de l'association Le Bazar Culturel. Passionné par les arts du geste, j'ai fondé la méthode Artistic Training pour aider les acteurs à développer leurs qualités physiques et se perfectionner dans leur discipline. Chaque semaine, je vous livre mes entretiens avec des experts de la préparation physique, de l'entraînement, de la performance ou du mouvement en général. Que vous soyez artiste, sportif ou simplement curieux, cette émission sera l'allié de votre progression. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mimesis. C'est comme toujours un plaisir de vous retrouver. Ce matin, je suis en compagnie de Franck Weil. Franck est professeur des écoles et professeur vacataire à l'université. Il est chercheur associé au laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes dans l'équipe Religion, Société et Acculturation et directeur de la compagnie Coram. Il est transmetteur de la danse méditative des lettres hébraïques et transmetteur de la méthode d'Elsart. Il a justement consacré à François d'Elsart une thèse, puis 4 ouvrages qui ont suivi, dont la méthode somatique expressive de François d'Elsart. C'est notamment par ce biais que je l'ai connu et donc je suis très heureux de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Franck. Merci. Bonjour Alex. Et ben voilà, comme je te le disais, j'ai fait une petite présentation, je disais que j'étais très content de te recevoir et c'est vrai, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avant toute chose, Ben, c'est comment tu un vas? honneur pour moi de parler de mon travail. Quand on fait une recherche universitaire, le but, c'est que ce soit partagé. Euh, et donc, je suis très, très content de pouvoir le partager comme ça aussi. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai 5 questions à te poser si tu étais un livre. Ouais. Oui, si j'étais, je serais moi-même, mais je vais jouer le jeu quand même, parce que si j'étais un livre, je serais Le Petit Prince. Euh, c'est un livre d'une part, qui m'a accompagné dans mon enfance, que j'ai de cœur à transmettre à mes élèves. Quand je leur lis à haute voix, je suis toujours très ému. Et j'aime cette façon de donner un message qui est un message d'une intériorité, d'une spiritualité, mais en dehors de tout cadre. Et peut-être ce qui me touche le plus dans Le Petit Prince, c'est le côté pour s'apprivoiser. Tout le travail du renard et du Petit Prince pour s'apprivoiser, j'y pense tout le temps. Euh, Tout le temps. Voilà. Avec les gens que je rencontre, avec les animaux que je rencontre. Euh, voilà. Si tu étais un film. Un film, ce serait Rencontre avec des hommes remarquables pour la scène finale. Je ne sais pas si tu connais le film, mais c'est tout un cheminement à la recherche d'une sorte de secret de l'intériorité, de la spiritualité. Et ils arrivent dans un monastère et qu'est-ce qu'ils voient des gens en train de faire des mouvements? C'est ça le secret. Et quand j'ai vu ça, je me dis ça alors, c'est tout mon travail, toute ma recherche depuis des dizaines d'années, enfin, depuis une bonne vingtaine d'années, un peu plus même. Je me dis ça alors, c'est génial. Si tu étais une Mm. époque. Bon, aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est l'éternité, l'éternel présent. Mm. Si tu étais une devise. Alors, c'est pas tellement une devise, c'est cette parole incroyable de Jésus qui est fais à autrui ce que vous voudrez que autrui fasse pour toi. D'une part, ce qu'on appelle la règle d'or, mais qui a toujours été tournée de façon négative hein, dans toutes les traditions, c'est-à-dire ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il fasse qu'il ne te fasse pas. Et Jésus la tourne de façon positive. J'en avais pas conscience jusqu'à ce que je lise un bouquin qui s'appelle Jésus parlait araméen, qui a l'intérêt pour moi d'être écrit par un non-chrétien qui s'appelle Eric Edelman qui est bouddhiste, qui a fait un travail universitaire en Sorbonne sur des paroles de Jésus ramenées à l'araméen. Et j'ai trouvé génial que ce soit lui, avec son prisme bouddhisme, qui arrive à montrer que cette parole du Christ, qui est en fait dans la continuité de toutes les traditions de l'humanité, mais qui est tournée en version positive, et donc qui donne une autre dynamique, quand même beaucoup plus intéressante. Euh, et alors, par ailleurs, elle a une incarnation très concrète dans ma vie, puisque je suis rentré de Tunisie il y a quelques jours. Mon avion avait bien sûr de retard. Et une amie est venue me chercher à minuit passé à l'aéroport. Et je dis vraiment, mais Catherine, je te remercie. Elle m'a dit ça, fais à autrui ce que voudrais qu'autrui fasse pour toi. Et j'aurais aimé, si j'avais été dans ton cas, qu'on vienne me chercher. Donc, j'étais j'étais vraiment touché par, par cette réalité-là très concrète. Je prends cette devise comme un chemin de vie pour moi, c'est-à-dire
je tâcherai d'être attentif quand on me demandera quelque chose à penser à ça. Enfin, si tu étais une créature légendaire. Oui, alors une créature légendaire, j'ai pensé à la licorne, parce que la licorne, d'une part, c'est un cheval à la base, j'aime beaucoup les chevaux, et c'est les quatre pieds bien sur terre, le troisième œil avec le lien au ciel, donc c'est vraiment ce symbole de la grande incarnation et du regard vers le haut. Et des énergies aussi, c'est des énergies terrestres et célestes qui se retrouvent unies. Et c'est ce qui, c'est ce qui me semble intéressant et important dans ma vie et dans notre vie d'humanité. Ok, super. Alors pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, déjà pour poser un petit peu le cadre sur qui était François Delsarte, donc c'était un chanteur au départ qui s'est Ouais. intéressé au mouvement et qui a théorisé le mouvement, qui est né, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du 19e siècle. Je crois qu'il a un pied Non, dans au le début. 20e aussi. Au début. Alors, Non, ok. pas du tout. Alors, il est décédé avant la fin du siècle. Il est né en 1811 et il est mort en 1871. Donc, il est mort à 59 ans. Donc, il est en plein dans le cœur du 19e, à tous les niveaux, chronologiquement, mais aussi tout ce qui se passe au 19e, au niveau politique, au niveau sociétal, au niveau artistique. Et c'est une figure très surprenante, François Delsarte. Euh, Moi, quand je l'ai découvert, c'était un peu par incident, c'est-à-dire que moi, dans mon parcours de danseur amateur qui allait devenir semi-amateur ou semi-professionnel plutôt, euh, je, je faisais des connexions entre ma vie de prière et puis la danse contemporaine que je découvrais. Et entre autres, intuitivement, euh, j'avais mis en lien, je ne sais toujours pas pourquoi, mais c'est comme quoi l'intuition marche très fort. Le fait qu'on me disait, ah, mais tu as de la qualité en danse, alors que j'avais aucune pratique dansée avant. J'ai découvert la danse au lycée Henri IV, pour te dire, hein. J'étais un cerveau sur pattes au lycée Henri IV en classe préparatoire. Donc, euh, voilà, j'avais fait avant du théâtre, de la peinture, de la musique, du chant. Et je me dis, tiens, il y a un truc qui me manque, c'est la danse. Et il y a une prof de sport du lycée Henri IV qui proposait un atelier de danse le mercredi entre midi et deux. Donc, je suis allé avec deux amis. Et moi, c'était la révolution intérieure. Et c'est bien que ça m'a jamais quitté. Mes deux amis, elles ont abandonné. Et puis, l'année suivante, j'étais à Aix-en-Provence. Et là, j'ai travaillé avec Marie-Hélène Desmaries, une professeure, mais surtout une chorégraphe. Et travailler avec une artiste, c'est génial parce que l'artiste, à la différence du prof, ça te, ça rejoint ce qui est artistique en toi. Euh, et ça te transmet pas une technique, mais ça te transmet une dynamique. Et là, elle me dit, waouh, mais t'as de la qualité, c'est super. Je dis, ben oui, moi qui a eu le corps tout bloqué, qui est toujours, enfin, tu vois, t'imagines 3 ans de classe prépa Henri IV, voilà. Et je me dis, mais d'où peut venir cette qualité? Sans doute de ma vie de prière que j'ai commencé en fait aussi Henri IV à 18 ans. Dès que je suis arrivé à Paris, je me suis mis à prier, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'en avais besoin en fait. Je quittais la famille, j'étais dans un univers assez compliqué à Paris. Et donc tous les soirs, j'allumais une petite bougie euh, pour me recentrer. Puis ensuite, j'ai eu besoin de le faire le soir et le matin. Et puis tout doucement, ma prière s'est construite. Voilà, tout doucement, elle s'est construite. Ça s'est christianisé aussi, tout doucement. Euh, et puis voilà, j'ai fait un lien intuitif entre vie de prière et qualité dans le mouvement. Euh, Ce qui m'a paru, au fait, au bout d'un moment, assez paradoxal, puisqu'on est dans une culture qui est malheureusement qui est fondée sur une séparation du corps et de la spiritualité. C'est une déviation complète du christianisme, puisque le christianisme, c'est quand même l'incarnation. Mais notre culture, elle est comme ça actuellement. Elle est en train de changer, justement. Et du coup, je me suis dit, mais comment ça se fait que dans la danse contemporaine, il y a cette dimension spirituelle que je sens très fort. Si bien que j'ai lu l'histoire de la danse contemporaine, j'étais dans un groupe de recherche euh, d'enseignants sur la question, donc j'ai fait un dossier là-dessus. Et je me suis rendu compte que tous les fondateurs de la danse contemporaine, Ted Chan, Ruth Saint-Denis, euh, Heather Duncan, ça c'est pour les Américains, Rudolf Laban pour les Allemands, et puis toute la suite allemande de Rudolf Laban, de Frey, etc., euh,
avaient tous, mais vraiment tous, des préoccupations spirituelles, voire des préoccupations ésotériques pour la vanne. Bon, donc je me dis là, je suis sur une bonne piste, super. Je ne suis pas le seul. Je suis pas le seul. Euh, J'avais d'ailleurs un jour interviewé une chorégraphe avec laquelle je travaillais, de Grenoble, Anne Garrigue, et je lui partageais ses préoccupations. Et elle me dit, ben oui, moi je dois reconnaître que la danse contemporaine m'a montré que j'avais une dimension spirituelle et que j'avais besoin de la nourrir. Mais elle, c'était vraiment en dehors de tout cadre religieux. Je me dis, ça vraiment, c'est intéressant. Et je crois que c'est cette parole-là qui m'a décidé à entrer en recherche universitaire. Parce que je me dis là, vraiment, il y a quelque chose que j'ai besoin de creuser pour moi, mais aussi parce que c'est quelque chose à partager. Et puis, donc, en continuant l'histoire de la danse, une fois qu'on a vu tous les fondateurs de la danse contemporaine, moderne, contemporaine, modern dance, etc., on arrive à François Delsart. Et donc, dans l'histoire de la danse contemporaine, un gros bouquin, il y a un encart, une page, François Delsart, avec une photo de lui qui a l'air plutôt austère. Tu dis, putain, lui à l'origine de la danse. Et puis avec un schéma du compendium un peu incompréhensible, mais avec des phrases clés qui sont: cet homme a révolutionné l'approche du corps en Occident, avec l'importance du torse, avec la notion de mouvement concentrique excentrique, avec une théorie du mouvement et avec une application de cette théorie, et avec une approche spirituelle. Et là, je me dis, ouh là 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 là, c'est exactement ce que je cherche. Et donc, je suis tout simplement allé à la FNAC un jour, à Lyon. Je dis, est-ce que je pourrais avoir des livres de François Delsart? Et le gars me dit, il tape sur son machin là, et il me dit, ah non, il n'y a rien. Je dis, bah non, non, c'est pas possible. Non, c'est un gars, moi, ce que je viens de découvrir, c'est que c'est un gars qui est central là. Donc, recherchez, s'il vous plaît. Peut-être voir la librairie de la danse à Paris. Enfin, c'est pas possible. On dit que c'est l'origine de la danse contemporaine. Donc, il retape, tchouc, 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 tchouc. Il me dit, ah oui, il y a deux livres épuisés. Il y a une anthologie des écrits de François Delsart par Alain Porte, épuisée, qui a été publiée en 1992. Voilà. Et puis, il y a une exposition sur François Delsart à Château-Vallon, et il y avait le livret d'exposition. Tout ça épuisé. Bon, voilà, je fais des recherches, je finis par contacter l'éditeur d'anthologie qui m'envoie, il me dit, écoutez, j'en ai plus, il me reste un exemplaire sans couverture, si vous voulez, je vous l'envoie. Je dis, bah, envoyez-le moi, s'il vous plaît. Euh, donc, il m'envoie ça, il m'envoie la couverture en PDF, et puis il me donne surtout le contact avec Alain Porte, euh, qui est un homme adorable qui vient de décéder, qui est décédé cet été. Donc voilà, il est avec nous autrement, qui me reçoit chez lui, les bras ouverts. Et puis là, je me décide après mon DEA qui était sur la question de le corps, la danse et la spiritualité dans le christianisme français au XXe siècle, euh, je me décide en fait à faire ma thèse sur Delsart. Parce que là, et surtout, je découvre qu'en fait, en France, il n'y a rien. Il n'y a aucun travail universitaire alors qu'il est français, il est super connu aux États-Unis, en Russie, en Allemagne, et que chez nous, il n'y a rien. Et que quand je dis Delsart à la fac, on me dit Delsart, le sculpteur, hein, c'est-à-dire un de ses petits-fils, sculpteur au XXe, ils disent ça alors. Donc, c'est à moi de faire la job, comme on dit au Québec. Il faut que je fasse la job. Et, et donc, Alain était précieux parce qu'il m'a donné tous ses contacts. Quand il a fait la recherche sur Delsart pour l'anthologie des textes de Delsart, il a voyagé au Québec et aux États-Unis, où sont les archives, enfin, où est le plus gros fonds d'archives Delsart, parce qu'on en a créé un petit à Paris qui est en train de s'alimenter doucement. Mais avant, il n'y avait aucun fonds d'archives, pour dire la mise à française, aucun fonds d'archives officiel de Delsart. Et donc, les documents de Delsart étaient transmis dans la famille, jetés, mis à la poubelle, pourrissant dans une cave, enfin, des choses hallucinantes. Et donc voilà, donc j'ai fait ma recherche et j'ai accouché d'une thèse, mais comme c'est la danse qui m'a amené au travail sur Delsart, moi j'avais comme objectif de faire un travail qui soit aussi dans une incarnation, dans une pratique. Si bien que j'ai rencontré à New York Joey Williams, qui aujourd'hui est un peu le seul Américain qui transmet un travail issu de Delsart. Et c'était super parce qu'avec Joey, on est passé subitement d'archives que j'avais rencontrées au Québec et puis dans le New Hampshire à un travail pratique. Et moi, ça a été vraiment le déclencheur pour ensuite m'approprier le travail. Ensuite, je suis allé en Louisiane
où j'ai vu le gros des archives d'Elsart. Et puis, dès que j'avais un document pratique, j'essayais de l'incarner, j'en parlais avec euh, Joey, et puis voilà, puis j'en ai fait une appropriation personnelle. Ça veut dire que la plupart de tes recherches au départ, elles sont nées outre-Atlantique. Parce que du coup, tu as dû aller fouiller là où il y avait du travail qui existait Elles ont déjà. commencé elles ont commencé en France parce que Alain Porte avait beaucoup de Mm. documents. D'accord. J'espère qu'ils vont être versés, j'en ai parlé avec ses filles, j'espère qu'ils vont être versés au Fonds d'Elsart qu'on a créé. On a créé en fait une association pour le bicentenaire de la naissance de Delsart en 2011, une association qui s'appelle les Amis de François Delsart, en particulier avec quelques descendants de Delsart que j'ai rencontrés à Paris, qui avaient des archives. Et on a créé un fonds Delsart à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc j'espère que les archives de Delsart qu'a Alain seront déposées là-bas. Et puis il y avait un monsieur qui s'appelle Serge Boutz qui avait beaucoup, beaucoup de documents qui ensuite auront été dispersés entre ses 6 héritiers ou héritières. Donc j'ai beaucoup travaillé d'abord chez Serge Boutz, ensuite chez Alain, qui avait une maison en banlieue parisienne. Il m'a reçu très, très gentiment. Alain, c'est une grosse, grosse pointure d'humanité déjà. Et puis littéraire, c'est quelqu'un qui faisait le sanskrit, qui a traduit par exemple la Bhagavad Gita en français. Et puis d'autres textes littéraires de la culture indienne. Et il a fait ce travail sur Delsart en particulier parce qu'il a une fille, Dominique Porte, qui est danseuse à Montréal. Et donc, ça, voilà, ça l'a incité. Et puis, on lui a fait la demande institutionnelle en 90, je crois, de faire ce travail de recherche. Donc, elle était le premier Français à faire un travail de recherche sur Delsart, à collecter beaucoup de documents ou avoir beaucoup de documents en France, et puis à aller au Québec et aux États-Unis. Pourquoi au Québec? Parce qu'au Québec, il y avait un élève de Delsart qui a publié là-bas, qui a transmis un petit peu, et qui s'appelle Monseigneur Hamel. Donc, il y a des archives de ce monseigneur à Québec, Québecville. Et puis ensuite, il y a le fond d'Elsart en Louisiane, à Baton Rouge, Baton Rouge. Et puis, il y a les fonds de James Steele McKay, qui a été le grand disciple de Delsart aux États-Unis, qui sont dans le New Hampshire, où ça mêle des archives, des documents de McKay et beaucoup de documents de Delsart. Et on trouve par exemple des lettres de Delsart, soit Mackay, soit que Delsart a reçu de ses parents, qui permettent entre autres de faire beaucoup de clair sur la vie de Delsart. Voilà. Et puis beaucoup de documents pratiques aussi, soit de Delsart, soit d'autres élèves de Delsart, soit de Mackay lui-même. Donc voilà, avec tout ça, j'ai fait un cocktail intéressant. Et puis je suis allé voir aussi en Californie Nancy Reuter, qui a été, elle, la universitaire américaine. Elle est toujours en vie, Nancy. Elle est très âgée, elle a plus de 90 ans. Et elle a fait deux livres de niveau universitaire, 2 livres sur le delsartisme américain. Et elle a aussi beaucoup travaillé sur les archives américaines et françaises, donc plein de choses pratiques, plein de choses très intéressantes. Voilà. Et, et voilà, ça a été mon chemin delsartiste entre Paris, la banlieue parisienne, le Québec. J'étais très content de commencer par un pays francophone là-bas. J'ai découvert le Québec et les États-Unis. Voilà. Alors, avant qu'on décrive plus précisément ce qu'est la méthode somatique expressive, j'ai une question que j'ai envie de te poser. C'est pourquoi, à ton avis, il a été autant oublié, autant mis aux oubliettes en France? Pourquoi est-ce que son travail est passé comme ça à la trappe? Est-ce qu'il y avait à ce moment-là, dans la culture et dans l'art français, une volonté d'aller vers quelque chose qui soit plus dans la parole? Est-ce que c'est juste une question de mauvais timing? Comment ça se fait qu'en France, on ait un petit peu zappé le travail de François Delsart? Ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que, ce dont il faut bien avoir conscience, c'est que Delsart était très connu à son époque. Euh, il était très connu en France et très connu en Europe. Preuve en est que on lui a demandé, par exemple, de chanter à la cour du roi. Et lui, il a dit, voilà quelques conditions. Je veux chanter tout seul. Je ne veux pas être payé. Voilà. Donc, il était un peu original. Donc, il était vraiment très apprécié. Il a hérité du piano de l'impératrice ensuite, quand on est passé au Second Empire, de l'impératrice.
la femme de Napoléon III, et il a été décoré de la Légion d'honneur à la fin de l'Empire, en 70 ou 71. Donc ça, c'est pour poser un petit peu son côté fameux en France. Il était aussi membre de presque tous les, enfin de beaucoup de jurys des Orphéons, c'est-à-dire les concours de musique. Donc il voyageait en France dans ces concours. Euh, il a publié un recueil assez conséquent, enfin très conséquent, de plusieurs dizaines de volumes de partitions qu'il appelait les Archives du chant, qui était à chaque fois un événement quand un volume était publié, ça donnait lieu à des articles dans toute la presse musicale française. Et lui, à chaque fois qu'il publiait un article, un volume, il faisait un concert, ce qu'il appelait un concert historique. Donc, il faisait des concerts historiques régulièrement, où il chantait lui-même les chants qu'il avait collectés, ou alors où il les faisait chanter par ses élèves. Les archives du chant, ça couvre la musique vocale du 6e siècle au 20e siècle. Pardon, au 19e siècle, puisque c'est publié au 19e siècle. C'est publié sur plusieurs dizaines d'années. Et ces archives du chant, alors il faisait des arrangements où il les faisait faire par sa femme qui était une pianiste éminente. Ces archives du chant étaient une référence et on les trouve encore, je les ai trouvés en référence au Conservatoire de Paris au début du XXe siècle. Camille Saint-Saëns a accompagné Delsart. Il s'est targué d'un article en 1910 où il dit comment fait-il qu'on a oublié une figure si importante que François Delsart. Donc il était vraiment très très connu en France. Il était aussi très connu en Europe. Euh, la diocèse de Newcastle est venue prendre des cours chez lui. Il s'est donné le privilège où il a eu le culot de virer un prince suédois qui voulait prendre des cours chez lui. Il dit non, vous valez rien, bye bye. Voilà, donc il a chanté à l'enterrement de Donoso Cortés, l'ambassadeur espagnol à Paris. Donc c'était une figure vraiment impressionnante. Son fils, un de ses fils, est allé étudier à Vienne, en Autriche, et il a été reçu avec honneur, il a chanté, enfin, voilà. Donc c'était une figure éminente en son temps, en France et en Europe. Il avait des élèves qui venaient du monde entier. Oui, du monde entier, parce qu'il y a eu Mackay des États-Unis. Il a été décoré de plusieurs ordres, l'ordre des Guelfes, par le roi de Hanovre, qui envoyait les chanteurs de sa cour se former chez Delsart. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très, très important. Et on va comprendre ensuite pourquoi son travail ensuite va se disperser, parce qu'en fait, il était déjà dispersé avant sa mort. En France, quand il meurt, il y a des articles dans toute la presse nationale et régionale. Euh, Après, effectivement, sa mémoire tombe dans l'oubli, à mon avis, pour plusieurs raisons. Déjà, il meurt au moment de la Commune de Paris, donc la France avait comme d'autres problématiques. Plus fondamentalement, Delsart, au niveau musical, il était à contre-courant de tout ce qui se faisait à son époque. Il a eu des joutes oratoires assez géniales avec Berlioz. Euh, Ils se sont rencontrés, ils ont fait le conservatoire ensemble. Delsart était beaucoup plus jeune que Berlioz, parce qu'il est rentré avec une dérogation à 14 ans au conservatoire de Paris, parce qu'il avait du talent. Donc il était beau aussi. La lettre de La Rochefoucauld, il a une belle voix, mais il est beau aussi. Donc je pense il a tapé dans l'œil de M. La Rochefoucauld. Donc à 14 ans, il rentre au conservatoire et Berlioz était au même moment au conservatoire, donc ils se connaissent au conservatoire. Et ils ont eu des affrontements incroyables sur l'interprétation de Gluck, par exemple. Delsart avait été un grand spécialiste de Gluck. Et il a remis Gluck au goût du jour. Et Berlioz n'est pas du tout d'accord avec les interprétations de Delsart, donc il se faisait des joutes par article interposé. Berlioz détestait la façon qu'avait Delsart de chanter. Euh, il a écrit un jour un article où il dit faudra-t-il faire sonner le canon des Invalides parce que François Delsart a chanté hier des vieux airs de Gluck et d'autres avec une voix de chaussures trouées, quelque chose dans ce goût-là. Enfin, voilà. Donc, c'est très- c'est intéressant parce il faisait partie des combats esthétiques de son époque. Et Berlioz, lui, était évidemment la figure de proue du romantisme en France. Et Delsart était la figure de proue
d'une école qui va être déclarée réactionnaire, c'est-à-dire revenir à des esthétiques plus baroques. Euh, Lire Gluck avec la lecture que Gluck pouvait en avoir, et pas avec une lecture romantique. À avoir une approche de la voix qui est l'approche anti-romantique. Delsart disait par exemple, il déplorait que ses élèves, avec la technique qu'il leur a donnée, il a dû réinventer des techniques de chant pour se rééduquer, là, on lui a cassé de la voix au conservatoire, tout le monde lui a dit qu'il fallait arrêter l'art, le chant, y compris Benati, qui était le spécialiste de la voix à Paris à l'époque. Le conservatoire, quand ils le mettent dehors, ils lui disent retournez cultiver les pommes de terre dans le nord, d'où vous venez, vous n'avez rien à faire dans l'art. Et il se rééduque entre autres en, en utilisant des éléments de la technique italienne. Si bien que quand il récupère des élèves, entre autres les voix cassées au conservatoire, il leur donne une voix qui potentiellement est forte. Et il dit mes élèves ensuite sont venus les plus grands braillards de France. Ils sont allés chercher une lutte de poitrine, ce qui était tout le contraire de ce que lui cherchait. Pourquoi? Parce il a établi une loi, ce qu'il appelle la loi des proportions vocales, où il dit quand on est animé par la passion, plus on va monter, plus on va brailler, plus on va augmenter le volume sonore, ce qui est exactement l'esthétique romantique. Mais en revanche, quand on est mu par le sentiment, c'est-à-dire en fait le sentiment, toute la dimension spirituelle ou d'intériorité ou d'amour, c'est tout l'inverse. Quand notre voix monte, elle s'adoucit. Euh, et donc tout ça, c'est très très cohérent avec l'esthétique baroque. Et on comprend que quand il défend l'esthétique baroque, c'est pas pour défendre une esthétique parmi d'autres, c'est parce qu'en fait, dans le fond, il défend une approche du chant qui est une approche qui est l'intériorité, qui est la spiritualité, qui est pas de casser les oreilles. Or, le romantisme, hein, on écoute Verdi, on écoute en général Berlioz, ça braille. Plus ça monte, plus c'est ah! Moi, ça m'a toujours beaucoup heurté intuitivement et Delsart m'a donné une clé de compréhension. Ça m'a heurté parce que en fait, ça nous, ça nous amène dans des sphères qui sont des sphères de dispersion des énergies. Alors que quand la voix monte et qu'elle devient de plus en plus douce, au contraire, on a une concentration des énergies. Tiens, je fais le mouvement d'ailleurs, et c'est pas par hasard que j'ai choisi la licorne. C'est exactement ça, les licornes. Ça monte, la corne. Plus ça monte, plus ça va se centrer. Et quand ça monte et que ça s'ouvre, on disperse les énergies. Et donc, on se perd. Euh, il y a d'ailleurs des chanteurs, des chanteuses qui sont devenus folles sur scène à l'époque de Mozart. Ouais. Qui est même mort sur scène. Bref. Euh, et donc, il était esthétiquement en dehors des clous de son époque. Et il l'assumait, il le revendiquait, avec joie d'ailleurs. Et il y avait tout un courant comme ça, de critiques musicaux et d'artistes qui étaient à contre-courant du romantisme. Donc ça peut expliquer qu'il était peu, peu, peu inscrit dans une continuité de mémoire collective en France. Et puis, plus fondamentalement, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est quoi le 19e en France? C'est la Révolution, les changements politiques. Alors, Delsart était réactionnaire, il était royaliste. Alors, on dit réactionnaire, hein. Euh, mais c'est aussi une société qui se sécularise complètement et où la dimension spirituelle devient marginale, voire devient à combattre. Une société qui devient rationaliste. Elle était déjà un peu avant, mais là, elle devient très, très rationaliste. Euh, qui lui est aussi très lié à la franc-maçonnerie, au niveau politique et sociétal. Et Delsart, alors lui, il est à contre-courant de tout ça. Il a été franc-maçon pendant quelques années, jusqu'à comprendre que ce n'était pas son truc. Et il a une phrase mémorable que j'ai trouvée dans les archives de Bâton Rouge, où il dit la franc-maçonnerie, deux points, montez une échelle qui vous mène à la cave. Euh, voilà. Et lui, en fait, c'est le miracle de Delsart, je trouve, c'est que lui qui a été baptisé de façon complètement théorique quand il était petit, mais qui n'a pas eu d'éducation chrétienne, qui ne savait pas lire, il dit à 17 ans, j'ai trouvé pareil un bout de papier où il dit à 17 ans, je ne savais pas lire. Ce gars,
dans son mouvement de rééducation et de recherche du geste juste, qui a été tout le travail de son approche artistique, musicale et du coup après dans le geste, a découvert que la dimension spirituelle était fondatrice pour lui et pour l'art. Il s'est mis à apprendre à lire. Il a lu les plus grands auteurs chrétiens, Thomas d'Aquin, Saint-Augustin, Pseudo-Denis Aréopagiste, puis ensuite beaucoup d'auteurs ésotériques. Et il a fait une synthèse en quelques années tout à fait surprenante et même très, très impressionnante de plein de choses. euh, tout ça associé à l'art. Et ça, c'est unique. Et en fait, il a réussi à réconcilier des choses qui avaient été complètement dispersées dans la culture occidentale. Mais ça, c'était à contre-courant de la société française. Le rationalisme, ça n'intéressait pas tout ça. Si bien que quand on trouve des mentions d'Elsart dans les dictionnaires de son époque, parce qu'il y en a dans tous les dictionnaires de son époque, entre autres le Fétis, on dit oui, c'était un gars un peu marginal, un peu particulier. Il mêlait le christianisme et l'ésotérisme, on n'y comprenait rien en fait. On n'y comprenait rien du tout. Et il a fallu, en France, à l'importe, et puis le travail que j'ai fait, pour comprendre la force de Delsart. Et en fait, il n'y aurait pas eu la transmission pratique de Delsart par ses élèves, enfin lui d'abord, puis ses élèves, son fils Gustave et ses élèves ensuite, il serait mort comme un ésotérisant. Il y a eu des dizaines, des centaines d'ésotérisants plus ou moins fumeux, et il arrive complètement disparu de la circulation. Or, en fait, il n'a pas disparu de la circulation parce que son travail a une validité pratique, et sa validité pratique, elle est fondée sur une base théorique qui est très très forte. Intéressant. Et du coup, la méthode somatique expressive, comment est-ce que tu la définirais aujourd'hui? Alors déjà, la méthode somatique expressive, c'est moi qui la nomme ainsi, hein. Elle n'a jamais été nommée comme ça avant. On va dire de toute façon plus courte, la méthode d'Elsart. Voilà. Euh, alors, on va prendre chaque terme. Méthode. Méthode, c'est très intéressant parce que Delsart lui-même définit méthode. Il dit, j'ai une méthode et j'ai une théorie. Et il dit, la méthode, c'est tout ce qui est pratique. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que dans la transmission américaine de Delsart, au bout d'un moment, les Américains ont dit, ah, Delsart était un théoricien de l'art, mais la pratique, c'est nous qui l'avons faite. Ben, c'est un gros mensonge, puisque lui, il a passé son temps à transmettre, et que dans les années 50, il a même été appelé par un de ses collègues dans une lettre, Cher Delsart, professeur en gymnastique. Donc, il était connu sur la place parisienne pour avoir une méthode tellement extraordinaire et incroyable qu'il chantait, mais d'abord par le geste. Et que quand il faisait un concert, on s'émerveillait de la puissance de son geste, plus que de sa voix, parce qu'il s'est rééduqué, mais il a gardé une voix très fragile, très chétive. Et donc, alors qu'il touchait en fait au cœur, parce que il- quand il n'y a pas de brouhaha vocal, ça va plus dans les profondeurs. Mais on disait que c'est vraiment son geste qui émeuvait et, et Et qui c'est arrivait à vraiment ce faire qu'on peut lire pleurer. d'ailleurs sur Internet, hein. Quand on fait les premières recherches sur François Delsarte, sur sa page Wikipédia, c'est bien écrit qu'il a théorisé le mouvement après avoir perdu sa voix. Donc il est Voilà. encore aujourd'hui défini comme un théoricien avant tout, et puis surtout comme quelqu'un qui s'est intéressé aux gestes parce qu'il y avait eu une perte de la voix, quoi. Mais il s'est intéressé au geste avant. Il s'est intéressé au geste quand il était au conservatoire. À un moment, il déclame un texte à son professeur de tenue théâtrale, qui était en fait Jean-Jacques Dessay, qui était un danseur émérite sur la place parisienne. Et Dessay ne le regarde pas, il a le dos tourné, et à un moment, il lui dit, François, ton geste est faux. Et là, il lui dit, bah, comment vous savez que mon geste est faux, vous ne me voyez pas? Il dit, à l'intonation de ta voix, je sais que ton geste est faux. Et là, c'est ouh, ouh, ouh. Et ça a été le boulevard de sa vie. Il n'avait pas encore. Alors, il était aux études théâtrales, donc il avait un peu perdu sa voix chantée. On l'avait fait passer aux études théâtrales parce que justement, ça commençait à plus aller au niveau de la voix chantée, alors qu'il était entré sur audition pour les qualités de sa voix chantée, hein. Donc, il y avait vraiment un problème dans la technique française qu'on lui a apprise à l'époque. Mais là, il s'est dit, c'est génial. Il y a un lien entre la qualité de ma voix et mon geste, et il faut que je cherche, qu'est-ce que c'est que le geste juste? Et donc, il a cherché qu'est-ce que c'est que le geste juste.
il a, il a cet épisode très, très intéressant qu'il appelle le Papa du Grand, où il avait une scène à réciter dans une pièce qui s'appelle Les Mères et Garçons, et où il devait exprimer la surprise joyeuse à la survenue de la rencontre de quelqu'un. Et puis, il avait six profs, et six profs qui lui disaient chacun une chose qui était contradictoire avec ce que l'autre lui disait. Bon. Et donc, il n'y comprenait plus rien. Puis surtout, il ne disait jamais pourquoi. Il dit, tu dois faire ça, il n'y avait pas d'explication. Puis un jour, au conservatoire, vient le visiter un de ses cousins. Et là, il fait, je suis content de te... Il dit, mais mon corps a fait un mouvement de retrait qui est tout le contraire, parce qu'on lui disait, il faut faire comme ça quand tu es joyeux, il faut faire comme ci, il faut faire tout ce qu'on fait dans le romantisme, en fait. Il dit, mais mon corps m'a dit le contraire. Donc il remonte dans sa chambre, il se met devant un miroir, le fameux miroir qu'on va retrouver chez d'autres plus tard, qui en fait ont repris son histoire et qui sont appropriés son histoire, très probablement. Et il dit, voilà, dans la surprise joyeuse, mon corps ne va pas vers la personne qui a créé la surprise, il s'éloigne. C'est ce qu'il appelle la rétroaction. Le torse s'éloigne. Le torse qui est le lieu d'expression du sentiment. Et là, c'est la clé. Il dit, voilà, j'ai la clé. Et à partir de là, il a construit toute sa théorie du mouvement et toute sa pratique du mouvement surtout. Et à partir de là, il établit qu'il y a trois mouvements de base, hein, excentrique, concentrique et qu'il appelle normal ou équilibré. On retrouve ce vocabulaire chez Laban. Ensuite, stricto, hein, Laban, c'est complètement inspiré de Delsart. Et donc ensuite, sur tout le travail de la danse contemporaine, et tout ça, c'est tout le travail qu'on va trouver en danse contemporaine ensuite. Alors après, physiologiquement, c'est juste les trois positions physiologiques possibles, hein. Et lui, il associe ça à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'équilibre des deux. Bref, donc c'est très, très surprenant d'être ça. Alors ça, c'est pour le côté méthode, puisque la question était pourquoi la méthode somatique expressive de François Dalsat. Donc méthode, c'est qu'il y a une pratique. Il y a une théorie, mais il y a une pratique. C'est vraiment incroyable qu'on finisse par le définir comme un théoricien alors qu'il était d'abord un praticien. C'était d'abord un chanteur et ensuite un professeur. Voilà. Mais c'est parce que les Américains, ils ont voulu se récupérer l'affaire. Comme ils font très souvent, hein. Si on fait Voilà. une petite parenthèse, C'est c'est le cas vieilli. aussi avec le travail d'Elia Kazan, qui aujourd'hui est connu comme la méthode Lee Strasberg et qui en fait a été complètement inventée par Elia Kazan au départ. Voilà. Et Ouais. même toute. Enfin bref. Et moi, je me suis amusé quand même parce que du coup, j'ai quand même beaucoup passé de temps sur les manuscrits Mackay. J'ai fait mon postdoctorat au Québec sur l'étude de Harmonic Gymnastics, qui est le recueil très, très intéressant d'exercices de Mackay, qui est le seul recueil complètement pratique et cohérent qu'on a du travail de Delsart, enfin de Delsart, lié à Delsart en transmission directe, parce que le reste, il y a beaucoup de notes d'élèves de Delsart prises sur le vif, mais Mackay, c'est beaucoup plus conséquent. Et donc, je suis allé voir, est-ce que c'est du Mackay ou est-ce que c'est du Delsart ou dans quelle proportion, pour peu qu'on puisse l'établir. Et j'ai quand même réussi à démontrer que l'essentiel, alors toute la théorie de Mackay, c'est Delsart, ça c'est clair, et l'essentiel qu'il y a chez Mackay, on peut le mettre en lien avec des documents soit de Delsart, soit des lettres de Delsart, et donc, c'est pas du Mackay. Et que Mackay, il a rajouté sans doute des choses. Il a surtout organisé des choses parce que Delsart était quelqu'un qui transmettait de façon intuitive. Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé, il avait besoin de ça et il lui transmettait ça. Quelqu'un d'autre arrivé, il avait besoin d'autre chose. Donc, il avait sans doute pas, en fait, on ne sait pas comment il travaillait. Mais il avait sans doute pas un- une méthode systématique, alors que les Américains ont systématisé. Et d'ailleurs, ils ont appelé ça système, expressive system en français. Dans le système chez François Delsart, c'est la théorie justement. Le système, c'est la théorie et la méthode, c'est la pratique. Donc ça, c'est pour le côté méthode. Somatique, pourquoi somatique? La somatique, c'est la conscience de soi dans le mouvement. Euh, j'ai fait mon postdoctorat à Montréal, à l'UQAM, avec Nicole Arbonnier-Topin, qui est professeur d'éducation somatique. Euh,
Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'appeler le livre comme ça, Les méthodes somatiques expressives, euh, parce que il y a une phrase très fondamentale pour moi chez Delsart. Il dit un élève de ma méthode est un observateur attentif des phénomènes qui se passent au-dedans de lui et autour de lui. Et pour moi, c'est vraiment la base de l'éducation somatique. Et son travail, pour moi, est vraiment l'initiateur non seulement des dynamiques de danse et de théâtre contemporain, mais aussi d'une modification de l'art du chant en France, mais aussi de l'éducation somatique. Euh, Parce que l'éducation somatique, c'est cette dimension d'intériorité, euh, de savoir voilà, où je suis, comment je suis dans le mouvement, qu'est-ce que le mouvement fait en moi, et qu'est-ce que moi, quand je vis quelque chose, je fais dans l'espace. Donc on trouve ça beaucoup dans le BMC. Je suis formé en BMC, donc pour moi ça a fait sens tout de suite. J'ai tout de suite vu des liens entre ce qu'écrivait Delsart et l'éducation somatique et le BMC. Voilà, donc je l'ai appelé méthode somatique pour le mettre dans cette filiation, l'inscrire comme aussi initiateur des méthodes somatiques, mais expressive, parce que dans le BMC, on n'est pas forcément dans l'expression. Et ce qui est très intéressant chez Delsart, c'est que tout le travail, la théorie, donc le système théorique, le travail pratique et la dimension d'intériorité est orienté tout le travail est orienté vers les dimensions expressives. Et on ne fait pas ça juste pour avoir conscience de soi, mais pour s'exprimer. Et très fondamentalement, pourquoi? Parce que pour lui, la dimension expressive de l'être humain est la dimension qui unit les dimensions spirituelles, corporelles, de conscience, etc., et qui unifie l'être humain dans une direction dans une dynamique d'intériorité, d'unification des différentes parties de sa personnalité. Donc, c'est c'est essentiel chez lui. Donc, méthode dynamique, somatique, expressive. Voilà, de François Delsart, puisque, puisque malgré ce côté américain, c'est tout de même lui l'auteur. Ouais. Est-ce que par rapport à ce que tu disais là, il y a du coup la volonté de toucher à ce qui pourrait être l'essence de l'art, à ce qui est au plus juste? On parlait de geste juste tout à l'heure, mais est-ce que on est là-dedans ouais, dans chercher ce qui constitue l'essence de l'art? Tu dis parfaitement les choses. Les dernières conférences de Delsart en Sorbonne et dans différentes sociétés savante à Paris dans les dernières années de sa vie, ça s'appelait Les Sourds de l'Art. Euh, et ça a été d'ailleurs publié aux États-Unis, parce que les Américains ont été les premiers à publier du Delsart, mais en traduction anglaise. Et Geneviève Stebbins, qui est la grande prêtresse delsartiste après Mackay, a publié dans la nouvelle version de son système Delsart of Expression euh, une transcription de cette conférence, d'une de ces conférences sur les sources de l'art. Donc c'est exactement ça, il cherche les sources de l'art, l'essence de l'art. Et alors, on parlait de spiritualité tout à l'heure. Dans quel sens est-ce que se font les choses? Est-ce que c'est par le mouvement qu'on rentre dans une forme de connexion à l'invisible, ou est-ce que c'est parce qu'on a déjà en nous une forme de spiritualité, une volonté d'être dans la prière, d'être dans l'intériorité, que du coup on va aller vers le mouvement? Ou est-ce que Les c'est... deux, Ouais. les deux. Delsart a repris quelque chose qui probablement vient de l'Égypte antique, ce que dit Tatian en tout cas, sans donner de source. Il a repris ce que j'ai appelé la loi des correspondances humaines, qui est toute simple, hein. Tout ce qui est en haut se retrouve dans ce qui est en bas, tout ce qui est en bas se retrouve dans ce qui est en haut. Alors ça, c'est la loi générale, la loi des correspondances de l'hermétisme. Et lui, il l'applique à l'être humain, donc ce que j'appelle la loi des correspondances humaines. Tout ce qui est corporel agit sur ce qui est psychique ou spirituel, tout ce qui est spirituel agit sur ce qui est corporel. C'est la base de la somatique, hein, de la psychosomatique plutôt, la psychosomatique, qui va se développer à fin 19e siècle, sans doute pas par hasard, puisque c'est à partir de ce moment-là que se diffuse son travail aux États-Unis. Euh, et du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est que effectivement, par le mouvement, on va pouvoir
avoir un travail sur l'intériorité, mais en dehors de tout cadre religieux. Et pas la peine d'en parler. C'est bien que moi, je peux faire ça avec mes élèves du primaire ou du secondaire, ou voilà, ou dans mes stages avec des adultes, et pas la peine d'avoir de discours religieux. Et ça m'intéresse parce que autant je suis dans une dynamique chrétienne, euh, autant je trouve que c'est intéressant de ne pas en parler, mais plutôt de donner à expérimenter des choses, plutôt que d'avoir un discours qui va toucher le mental, alors que le mouvement va plutôt toucher au niveau du cœur. Euh, et après, si nous, on a cette conscience d'une spiritualité, ça va pouvoir aussi nous animer. Euh, et voilà, se traduire dans le mouvement. Mais ce qui m'intéresse plus, moi, c'est plutôt euh, de partir de mouvement, de voir comment le mouvement va enrichir quelque chose au niveau spirituel. Et souvent, aujourd'hui, dans la spiritualité occidentale, le problème, c'est la rationalisation. Et souvent, on est dans des processus intellectifs, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se cherche beaucoup dans tous les sens, parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, j'avais noté dans mon DEA, donc, sur le corps, la danse et le christianisme français au XXe siècle, ce paradoxe quand même surprenant que le christianisme est la seule religion de l'incarnation, la seule religion, il n'y a pas de tradition dansée. Il faut faire fort quand même. En termes de loupé historique, il faut faire fort. Euh, et pour moi, Delsart, enfin, c'est pas que pour moi, ça c'est historique. C'est pour ça que j'aime l'histoire, parce que l'histoire, c'est des faits, on ne peut pas les contester. Delsart est vraiment celui qui réconcilie ça. Euh, et alors, c'est aussi pour ça, sans doute, que l'Église l'a manqué, parce que l'Église était au 19e extrêmement rationalisée. Et donc, ça lui passait complètement au-dessus de la tête. Sauf des gars comme Monseigneur Hamel, le Québécois, parce qu'il était québécois. Euh, et qui, voilà, Monseigneur Hamel, il avait créé au séminaire de Québec un cours de théâtre quand même. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cours de théâtre, même aujourd'hui, dans les séminaires français. Ah Donc, oui, non. et parce qu'il avait été élève de Delsarte, il était venu étudier à Paris pour sa formation de prêtre. Et puis il tombe sur une conférence de Delsarte, c'est la révélation. Il écrit des lettres enthousiastes au Québec en disant j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable. Il prend des cours avec Delsarte et puis arrivé à Québec de nouveau, il crée un cours de théâtre, il transmet, ensuite il écrit un bouquin très très intéressant d'ailleurs. D'ailleurs, son bouquin m'a beaucoup aidé parce que le bouquin d'Hamel qui témoigne des cours de Delsart dans les années 50, 1850, il montre que tout ce que les Américains ont pondu, non, c'était déjà là. C'était déjà là à beaucoup beaucoup de niveaux. Presque tout ce que les Américains ont pondu. Ouais. Ouais. Bah, alors, je pense qu'effectivement, dans la religion catholique, il y a eu une vraie déconnexion aussi du corps. Et pour le coup, on sait très bien aussi que dans le christianisme, notamment en France, il y a eu aussi une chasse, voire une persécution des acteurs. Je pense à l'époque de Molière, etc. Donc tout ce qui était de l'ordre du théâtre, on fait semblant. Donc si on fait semblant, on ment. Donc c'est qu'il y a un rapport au malin, au diable, etc. Donc il faut être en opposition par rapport à ça. Et puis même dans l'Église catholique, il y a ce côté où on est très dans la spiritualité, enfin dans la tête, quoi. Dans la Ouais. tête, dans l'esprit. Et donc en fait, tout ce qui est de l'ordre de notre corps, on en est complètement coupé. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui fait que ça pouvait pas matcher à ce moment-là Ouais. par rapport à un travail de Il y a, corps. il y a des origines assez intéressantes hein, sur ça. C'est Tertullien, Tertullien au temps de l'Empire romain, donc qui est auteur chrétien et qui dénonce les spectacles. Euh, mais à juste raison à son époque. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un mourait dans une pièce, il était mis à mort sur scène. Le théâtre romain, c'était pas sympathique, hein. Quand il y avait des orgies, il y avait des orgies sur scène, etc. Donc, à l'époque, les dénonciations de Tertullien, elles pouvaient se comprendre dans ce cadre-là. Le problème, c'est qu'après, ces écrits-là ont été appliqués à ce qui se passait dans un théâtre qui n'avait plus rien à voir. Et au XVIIe siècle, il y a une sorte de révolte chrétienne d'une partie du catholicisme contre les arts du spectacle, tout à fait surprenant d'ailleurs, parce que c'est à la même époque où les jésuites, dans leur séminaire,
introduisent le théâtre. Donc, en fait, il y avait du théâtre dans certains séminaires en France au XVIIe siècle, chez les jésuites. Il faut savoir que les jésuites, au XVIIIe, la compagnie de Jésus était interdite, hein, elle a été dissoute. Donc, à l'époque de Delsarte, plus de compagnie de Jésus. Enfin, ils vont revenir, justement, dans ces époques-là. Comme les dominicains, c'est-à-dire que les courants les plus ouverts du christianisme ont été persécutés, très clairement. Euh, et donc, effectivement, à l'époque de Molière, voilà, les acteurs n'étaient pas enterrés avec les autres, des gens de mauvaise vie, etc., etc., etc. Et c'est ça qui est vraiment génial chez Delsart, c'est que lui, tout ça, il fait fi de tout ça. Et lui, il comprend que non, non, c'est tout ça, c'est cette tradition, il n'en parle même pas, mais cette tradition chrétienne, elle est fondamentalement liée à l'expressivité et à l'art. Et donc, il réconcilie tout ça. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit notamment aujourd'hui dans les courants New Age, beaucoup de personnes qui s'intéressent à la spiritualité, qui vont être dans ce rapport au corps et qui du coup vont aller chercher ce rapport au corps dans d'autres traditions, dans Hmm. d'autres origines, qui vont aller s'intéresser aux Amérindiens, qui vont aller Hmm. s'intéresser, je sais pas, au bouddhisme, enfin voilà, qui vont aller chercher dans d'autres traditions des choses que finalement, d'après ce que vous nous dites là, on pourrait avoir dans notre propre culture européenne en allant creuser dans le travail, par exemple, de François Delsart. Voilà, c'est sans aucune contradiction, évidemment, hein, tout ça. Oui, bien sûr. Les différentes traditions ont vraiment tout ce point commun d'avoir un corps qui n'est pas qu'un corps, qui est qui est lié à une humanité qui est faite de visible et d'invisible. Et ça, c'était la base de la culture occidentale jusqu'au cartésianisme, qui ensuite a tout séparé. Euh, Delsart, lui, était très intéressé justement par les autres cultures. Il cite Confucius. Euh, à un moment, il dit l'Occident a imposé son costume stupide dans les contrées où il fait chaud et ça n'a plus aucun rapport. Enfin bref, il est tout à fait conscient qu'il y a un problème occidental d'uniformisation et il n'adhère pas du tout à ça. Il est très très moderne pour ça, dans un certain sens de moderne. Et puis Delsart, ce qui est vraiment passionnant, c'est que sa méthode arrive en Occident juste avant le déferlement du yoga, de toutes les méthodes orientales. Le yoga, c'est les années 1870, etc., aux États-Unis, entre autres. Et lui, il crée un truc juste avant. Alors, on ne peut pas dire que c'est ancré dans la tradition occidentale, puisque il n'y a pas de tradition occidentale, mais c'est né sur les bases de la culture occidentale. Parce que quand j'ai commencé la danse contemporaine, là, après mon expérience en RICAD, donc j'étais à Aix-en-Provence, et je suis allé prendre des cours avec cette chorégraphe, et des cours et un atelier d'improvisation, et qu'en même temps, j'ai commencé un art martial. Et qu'il y a quelque chose en moi qui me dit, non, moi c'est la danse contemporaine qui est faite pour moi, et pas l'art martial. Il y a quelque chose, c'est comme ça. Je me suis senti de cette culture-là. Pas dire que j'aime pas les arts martiaux, mais sauf que c'était pas mon truc. Et j'étais plus à l'aise dans cette danse contemporaine. Je sentais que ça correspondait à quelque chose en moi. Et du coup, c'est important d'avoir cet outil tout de même. Tout le monde ne va pas aller faire du tai chi, du qigong, etc. Et Bien sûr. pratiques qui sont géniales, hein. Mais voilà, si on n'a pas la sensibilité, ben, c'est bien d'avoir d'autres outils et qui sont dans notre prisme culturel. On approche de la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as apprise récemment, quelque chose que tu as compris de la vie, de la société, des humains en général? Oula! Euh, La leçon de la vie, mais c'est on est toujours en train d'apprendre. Je suis toujours en train d'apprendre. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, et d'une part, et puis frère Roger, le fondateur de Thésée, disait on va de commencement en commencement, et moi je dirais je vais de rebondissement en rebondissement. Là, par exemple, sur un projet sur le Sahara, aller danser dans le Sahara avec d'autres, et voilà, j'aime beaucoup cette vie qui n'en finit pas de nous réserver des surprises à quelque âge que nous ayons. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Franck. C'était vraiment passionnant et à bientôt. Merci beaucoup, Alex. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avant de vous dire au revoir, laissez-moi vous rappeler que si le podcast vous a plu, vous pouvez nous laisser une note positive, nous écrire un commentaire
ou encore vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous pouvez devenir adhérent du Bazar culturel. C'est la meilleure manière de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer chaque semaine un contenu de plus en plus qualitatif. Sur ce, je vous dis à lundi prochain et en attendant, restez en mouvement.